Alors donc, on continue. Vous pouvez me donner les étapes. Alors, monsieur madame Iman Ahmed, la différence entre la version 2008 et 2015. Donc déjà, j'ai détaillé un petit peu la norme ou bien la version 2015 au départ, et nous avons parlé des nouvelles approches qui ont existé dans la nouvelle version par rapport à l'ancienne version. Donc pour la nouvelle version, comme j'ai dit, donc le premier point, bien la première différence, donc déjà lorsqu'on parle d'une nouvelle version de toutes les normes de système de management, par exemple soit 9001, soit 14001, 45001, 26000, etc. Donc on parle d'une nouvelle version. Donc ils ont adopté déjà ce qu'on appelle une notion de contexte de l'organisme, ou bien ils ont adopté déjà ce qu'on appelle une structure de HLS. Maintenant, actuellement, avec les nouvelles versions, donc, et avec cette structure, donc on peut dire que le fait d'avoir un système intégré, donc ça peut être facile par rapport aux anciennes versions, parce que tout simplement on peut dire que toutes les normes, ils ont même structure, sauf que par exemple, lorsqu'on parle par exemple d'un système de management de qualité, donc lorsqu'on veut analyser les enjeux, analyser les parties intéressées, donc on aura besoin tout simplement d'analyser les enjeux et les parties intéressées relatives au système qualité. Par contre, lorsqu'on parle de l'environnement, donc on aura besoin d'analyser les enjeux environnementaux, etc. Donc c'est-à-dire, si tout ce qui est opérationnel, où il y a la différence. Donc on peut dire que le fait d'avoir un système intégré, ça peut être facile avec la nouvelle version. Le deuxième point aussi, au niveau de la différence, donc lorsqu'on parle du contexte de l'organisme, donc il vient, comme j'ai dit, donc pour sauter à tout ce qui est gestion, ou bien parce que lorsqu'on parle des autres versions, donc on peut dire entre parenthèses que ce sont des normes qui limitent le système de management de la qualité sur la gestion interne de l'entreprise. Par contre, avec cette nouvelle version qui est la nouvelle version 2015, donc il a sauté de tout ce qui est interne et gérer le système en interne et en externe, donc tout simplement en définissant les parties intéressées, les enjeux externes, les parties intéressées externes, etc. La perspective aussi, cycle de vie, donc c'est une nouvelle notion qui vient dans la nouvelle version, donc qui consiste tout simplement à gérer notre produit, bien notre service, à partir de l'étape 1, par exemple, qui est avant la réception de la matière première, la production même de la matière première, jusqu'à la livraison et jusqu'à le service après livraison, donc c'est-à-dire jusqu'à le consommateur final, jusqu'à parfois même la destruction de produits ou bien de déchets de produits, etc. Donc lorsqu'on parle de système environnemental. Parmi aussi les autres différences, donc il n'y a pas, comme j'ai dit, il n'y a pas une typologie de documents, c'est-à-dire il n'y a plus ce qu'on appelle procédure exigée, ou bien un type de document exigé comme le manuel de qualité, comme procédure par exemple audit interne, procédure traitement de produits non conformes, etc. Donc c'est-à-dire il n'y a pas une typologie de documents, mais tout simplement on peut dire que c'est à vous de choisir quelle est votre façon de documenter vos informations documentées. Aussi parmi les différences, donc il y a l'apparition de l'approche procédure, plutôt de l'approche risque. Aussi c'est une grande révolution par rapport à l'ancienne version. Donc au niveau aussi de tout ce qui est documentaire, donc ça peut être un peu simple par rapport à l'ancienne version qui nécessite plusieurs de documents, etc. Il vient aussi avec la notion de gestion des connaissances, bien sûr, afin de maîtriser les connaissances organisationnelles ou bien les connaissances techniques dans votre société. Donc ce sont généralement quelques différences entre l'ancienne version qui est 2008 et la nouvelle version. Alors donc, Monsieur Rida Mamas, comment peut-on déployer la norme ISO 9001 version 2015? Donc je viens de répondre, donc parce que déjà il y a quelqu'un qui a déjà posé la même question, quelle est la démarche à suivre pour mettre en place le système de management de la qualité. Donc on a déjà répondu aux étapes. Alors c'est clair. Alors, une autre question sur l'état, j'ai une question dont répondre aux exigences des parties intéressées. Est-ce que nous sommes obligés de suivre l'évolution du besoin et des attentes des parties intéressées et maîtriser les risques de ces évolutions prochaines? Alors, donc, pour l'analyse des parties intéressées, donc vous devez tout d'abord identifier quels sont les besoins et les attentes des parties intéressées. Déjà, avant de répondre à votre question,
Donc il ne faut pas oublier que la norme exige d'analyser ou bien voilà, d'analyser les parties intéressées ou bien d'identifier les parties intéressées, leurs attentes et leurs besoins, les parties intéressées qui sont pertinentes. Parce qu'on sait bien que chaque entreprise, donc il a plusieurs, ou bien on peut identifier plusieurs parties intéressées. Donc déjà, vous devez commencer par la classification de vos parties intéressées selon la pertinence. Donc il y a aussi plusieurs méthodes pour analyser votre ou bien vos parties intéressées, les classer selon la pertinence. Donc généralement, comme j'ai dit, la norme n'exige pas une méthode, mais je peux vous proposer quelques méthodes, par exemple pour analyser vos parties intéressées. Donc généralement, une méthode qui est très utilisée au niveau de l'analyse des parties intéressées, donc on peut parler de ce qu'on appelle la matrice du Mitchell. Donc c'est une matrice, donc surtout pour les personnes qui ont étudié le marketing, donc ils connaissent bien la matrice de Mitchell. Donc c'est une matrice qui consiste tout simplement à classer le parti intéressé selon deux facteurs, selon tout simplement le pouvoir et l'intérêt. Donc c'est-à-dire on peut avoir une partie intéressée qui a un grand pouvoir sur notre système de management de la qualité et par exemple il a par exemple un intérêt faible, et on peut trouver aussi le contraire, c'est-à-dire une partie intéressée qui a un intérêt très fort et un pouvoir très faible. Et bien sûr la matrice de Mitchell, ou bien à partir de ce classement on peut identifier ou bien on peut définir quelle est la stratégie à suivre avec ces parties intéressées. Pour bien comprendre la notion ou bien la matrice de Mitchell, donc je prends un exemple. Supposons que nous avons comme partie intéressée un client, donc on sait bien que le client tout simplement il a un pouvoir sur notre système de management de la qualité, un grand pouvoir ou bien un pouvoir fort, parce que tout simplement le fait que ce client ne travaille pas avec notre entreprise, donc ça va influencer négativement sur notre système de management de la qualité, ça va influencer sur nos objectifs relatifs au chiffre d'affaires, etc. Donc on peut dire que c'est une partie intéressée qui a un grand pouvoir. Par contre, il a un intérêt faible parce que tout simplement le fait que ce client ne travaille pas avec nous, donc il peut trouver facilement un autre client ou bien plutôt un autre fournisseur. C'est pour ça donc on peut dire qu'il a un intérêt faible. Par contre, lorsqu'on parle d'un fournisseur, c'est le cas contraire, parce que tout simplement le fournisseur il a un intérêt fort de travailler avec nous. Pourtant, il a un pouvoir faible parce que nous, autant qu'entreprise, on peut trouver tout simplement un autre fournisseur. Et pour tout simplement les parties ou bien la matrice du métier, à partir de ce classement, donc on peut planifier ou bien on peut déterminer notre stratégie à travailler ou bien à gérer la relation avec cette partie intéressée. On prend toujours le cas d'un client ou bien le cas d'une partie intéressée qui a un pouvoir élevé et un intérêt très faible. Donc on peut adopter ce qu'on appelle une stratégie de satisfaire, c'est-à-dire on aura besoin de satisfaire cette partie intéressée pour ne pas la perdre, etc. C'est pour ça, ou bien c'est à partir de ça, il vient ce qu'on appelle la notion de satisfaire le client, parce que satisfaire une partie intéressée qui a un pouvoir élevé à un intérêt faible. Par contre, lorsqu'il s'agit d'une partie intéressée qui a un intérêt fort et un pouvoir faible, comme le cas du fournisseur, donc on doit adopter une stratégie d'évaluation. Donc on aura besoin d'évaluer cette partie intéressée pour bien choisir ou bien pour le changer en cas de besoin. C'est pour ça il vient la notion de évaluation des fournisseurs, évaluation des prestataires externes, etc. Donc généralement on peut aussi trouver des parties intéressées où ils ont un pouvoir élevé et un intérêt très élevé aussi, comme le cas des salariés. Donc les salariés, ils ont un pouvoir élevé sur l'entreprise parce que le fait de ne pas avoir des salariés, donc automatiquement c'est l'arrêt de l'entreprise, et aussi ils ont un intérêt fort parce que le fait aussi que la société s'arrête, donc automatiquement ces salariés, donc ils vont perdre leur travail, etc. Donc on peut dire que c'est une partie intéressée qui a un pouvoir et un intérêt très fort, et dans ce cas-là on aura besoin d'adopter ce qu'on appelle une stratégie de gestion ou bien de management. Donc il faut gérer ou bien manager cette partie intéressée, où il vient ce qu'on appelle la gestion des ressources humaines ou bien la gestion des salariés. Donc dit que on évalue bien sûr les parties intéressées, donc on aura besoin aussi
d'identifier quels sont les besoins et les attentes de cette partie intéressée. Pour les attentes et les besoins, donc on peut l'identifier aussi à partir de notre expérience, à partir de l'écoute de cette partie intéressée, à partir de la maîtrise de notre processus, etc. Par exemple, lorsqu'on parle d'une partie intéressée externe qui est les clients, donc on sait bien que parmi ces exigences, par exemple la livraison en délai, par exemple la livraison d'un produit conforme, facilité au niveau de négociation, etc. Donc on peut identifier un ensemble ou bien des attentes et des besoins. On peut même classer ces attentes et ces besoins selon plusieurs critères ou bien selon plusieurs niveaux. Donc on peut parler d'une partie ou bien d'une attente ou bien un besoin sous forme d'une exigence ou bien une attente qui est très simple ou bien une attente simple, une attente pertinente, etc. Donc vous pouvez aussi avoir un niveau de maîtrise ou bien un niveau de classement des attentes et des besoins de chaque client. Alors pour le suivi les attentes, on vient maintenant à la question de M. Reda. Pour le suivi de l'évolution des besoins et des attentes, oui, la norme exige d'avoir ou bien de suivre l'évolution de ces besoins, et surtout lorsqu'on parle de la revue de direction. Donc il y a une exigence relative à la revue de direction où il y a ce qu'on appelle les retours des parties intéressées. Donc à chaque fois vous faites votre revue de direction, vous devez mentionner quels sont les retours de vos parties intéressées. Donc parfois, par exemple, on peut avoir une modification relative à une attente d'un client ou bien d'une partie intéressée. Par exemple, on prend toujours le client, supposons qu'on livre notre produit avec une façon d'emballage, etc. Alors qu'un client, il a demandé de changer cette façon. Donc ça, c'est un retour d'une partie intéressée. Donc c'est-à-dire c'est une attente qui s'est changée ou bien qui s'est modifiée. Donc automatiquement, on doit suivre l'évolution des parties ou bien des attentes et des besoins des parties intéressées. Alors, toujours la question de M. Reda. Donc nous avons déjà aussi parlé des ressources, des risques, et nous avons aussi parlé des risques qui sont liés aux parties intéressées. Donc il vaut mieux bien sûr ou bien il faut maîtriser ou bien il faut identifier aussi quels sont les risques relatifs aux parties intéressées. Et déjà pour le suivi de l'évolution des attentes et des besoins des parties intéressées, le fait de ne pas suivre et ne pas évoluer ou bien ne pas suivre l'évolution de ces besoins et ces attentes, ça peut être aussi un risque. Comme l'exemple que je viens de détailler, supposons qu'un client a demandé de changer par exemple une méthode d'emballage de son produit, etc. et n'a pas suivi cette évolution, donc ça peut être un risque parce que tout simplement on peut livrer ce client avec l'ancienne méthode d'emballage et ça peut être un risque parce que tout simplement le client va réclamer ou bien il y a un risque de perdre ce client, etc. D'accord? Alors donc on continue. Une question de M. Hassan Takrayut. Lors de la mise en place d'un système, est-ce que c'est obligé de respecter l'ordre des chapitres en termes d'exigence? Non, il faut, c'est pas obligé bien sûr de respecter l'ordre des exigences. Surtout, on trouve par exemple des exigences qui sont liées, des exigences qui se répètent, des exigences qui sont plus détaillées dans un chapitre, et sont par exemple mentionnées généralement dans un autre chapitre, etc. Donc c'est pas obligé bien sûr de respecter l'ordre des exigences. Oussama Al-Baoui, doit-on trouver une cohérence entre la politique qualité et les objectifs qualité? C'est une bonne question. Alors donc, comme j'ai dit au départ, j'accepte. Alors donc, c'est une bonne question de M. Oussama. Doit-on trouver une cohérence entre la politique qualité et les objectifs qualité? Oui, parce que tout simplement, lorsqu'on parle d'une politique qualité, donc la politique qualité, il reflète tout simplement l'orientation stratégique de la société. C'est pour ça, par exemple, lorsqu'on prend une politique qualité, on trouve souvent au début de la politique qualité l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc cette orientation stratégique, donc qu'on peut l'avoir à partir aussi de l'analyse des enjeux, c'est-à-dire lorsqu'on résume bien notre analyse des enjeux, etc. Donc ça peut nous aider pour déterminer l'orientation stratégique autant que direction dans la société. Et cette orientation stratégique, donc, on peut la démontrer sous forme d'une politique qualité. Donc la politique qualité, tout simplement,
il est sous forme d'une orientation stratégique plus des engagements de la direction, plus ce qui est relatif à votre question, c'est sous forme des axes de la politique qualité. Par exemple, on peut trouver dans une politique qualité, parmi les axes, livrer un produit conforme, par exemple, adopter une stratégie d'amélioration, etc. Par exemple, minimiser ou bien optimiser les ressources, etc. Ce sont des axes. Donc chaque axe, on peut le décortiquer sous forme des objectifs qualité. On prend par exemple le cas d'un axe qui est très souvent connu. Donc par exemple, livrer un produit conforme à nos clients, donc comme étant un axe de la politique qualité. Donc on peut le décortiquer sous forme un ensemble des objectifs. Par exemple, donc lorsqu'on parle de livraison d'un produit conforme, donc on peut avoir comme indicateur, par exemple, taux de produits conformes, ou bien le taux de non-conformité, par exemple le nombre de réclamations clients, par exemple le nombre de retours clients. Ce sont tous des indicateurs qui sont liés tout simplement à un axe qui est livré un produit conforme. Donc, c'est-à-dire à partir de ces indicateurs, on fixe des objectifs. Par exemple, un taux de non-conformité qui ne doit pas dépasser 1% ou bien 2%. Par exemple, le nombre de réclamations qui ne doit pas dépasser, par exemple, 2 réclamations par an ou bien par mois, etc. Donc, ce sont des objectifs qu'on peut les obtenir tout simplement à partir des axes de la politique qualité. Et généralement, c'est ça la relation entre une politique qualité et des axes ou bien des objectifs de la politique qualité. Alors, Madame Fatim Zahra Chouta, un exemple d'un point sensible. Alors, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous avez dans une procédure ou bien dans une méthode de travail, par exemple, relative au traitement des produits non conformes. Par exemple, vous avez une procédure dans le cas de la détection d'une non-conformité. Vous enregistrez, par exemple, un document. Vous enregistrez un ensemble des informations dans un document. On l'appelle, par exemple, fiche de traitement de produits non conformes, etc. Et lors de l'audit, par exemple, l'auditeur, il a détecté que vous avez bien rempli ou vous avez bien suivi ces informations. Par contre, par exemple, dans un jour ou bien dans une journée, par exemple, vous avez oublié de remplir une fiche ou bien de remplir une information, etc. Donc, généralement, l'auditeur il ne va pas le considérer comme une non-conformité mineure parce que tout simplement, il sait bien à partir de vos documents que vous maîtrisez bien ça, mais vous avez oublié un jour ou bien une information, donc on peut le considérer comme étant un point sensible. Mais par exemple, la répétition de ce point sensible ou bien l'apparition plusieurs fois de ce point sensible, donc on peut le considérer tout simplement comme étant une non-conformité mineure ou bien une non-conformité ordinaire. Alors, Monsieur Ali Idir, bonjour, merci d'abord pour l'effort, merci à vous, bien sûr, sur live. Ma question concerne l'analyse des opportunités. Est-ce que les opportunités doivent être analysées en interne et en externe, ou ça concerne que les opportunités? Non, pour les opportunités, donc on peut détecter, ou bien on peut identifier des opportunités internes et des opportunités externes. Pour les opportunités externes, comme j'ai dit, donc pour faciliter l'identification, donc déjà si vous avez bien fait votre analyse des enjeux, donc ça peut vous aider pour identifier les opportunités externes. Pour les opportunités internes aussi, on peut avoir plusieurs opportunités internes. Par exemple, supposons que nous avons une direction, par exemple, qui est flexible au niveau de fixation du budget pour des formations du personnel, pour l'amélioration des compétences, etc. Donc, on peut la considérer aussi comme étant une opportunité. Par exemple, aussi, supposons que nous avons aussi une équipe bien formée, bien qualifiée, etc. On peut la considérer aussi comme étant une opportunité interne. Pour la méthode de l'évaluation ou bien l'analyse des opportunités, donc c'est de la même façon comme j'ai déjà répondu, c'est de la même façon de analyser les risques. Donc j'ai déjà répondu à la question. Donc pour les personnes qui ont raté la réponse à quelques questions, je vais essayer d'enregistrer la vidéo et la partager, comme ça vous pouvez voir de temps à autre la réponse à ces questions. Alors on continue. Monsieur, Madame Iman Ahmed, comment peut-on mettre en place? Ah, donc c'est déjà répondu à cette question. Parmi les nouveautés de la norme, il est passé du management des compétences au management par les compétences. Y a-t-il une attestation de participation non, il n'y a pas une attestation, c'est juste un webinaire pour répondre à vos questions
relatives à... Parce que j'ai reçu plusieurs questions relatives à la norme, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ce webinaire afin de répondre au maximum des questions. Bien sûr, je sais bien que le temps ne permet pas de répondre à toutes les questions, mais on va essayer de répondre au maximum des questions. S'il reste quelques questions, je vais essayer de refaire ou bien de faire un autre webinaire pour répondre au reste des questions. Comment on doit tenir compte, chapitre 4.1, 4.2, lors de la détermination des risques. Alors, donc, pour le monsieur Hassan Azizi, donc pour le chapitre 4.1 qui est l'analyse des enjeux et le 4.2 qui est l'analyse des parties intéressées, donc comment en tenir compte. Donc déjà, j'ai dit que parmi les ressources, ou bien parmi les sources qu'on peut identifier les risques, donc nous avons parlé des risques qui sont liés aux parties intéressées, parce que tout simplement, lorsqu'on parle des clients, des fournisseurs, des directions, des salariés, des organismes certificateurs, des labos externes, etc. Donc c'est-à-dire un ensemble de vos parties intéressées. Donc on doit identifier les risques qui sont liés à ces parties intéressées. Par exemple, les risques liés aux clients, par exemple les risques liés aux fournisseurs, comme j'ai dit, évaluation, ou bien mal évaluer un fournisseur, ou bien mal sélectionner, ou bien sélectionner des mauvais fournisseurs, etc. Tout simplement ou bien ce sont tout simplement des parties intéressées, ou bien des risques qui sont liés aux parties intéressées. La même chose pour le 4.1. Donc lorsqu'on parle d'analyse des enjeux, donc il y a des risques qui sont liés aux analyses des enjeux, et j'ai déjà donné un exemple. J'ai dit, donc supposons que nous avons détecté, ou bien nous avons analysé, ou bien nous avons mal analysé nos enjeux, et nous avons détecté par exemple comme analyse des enjeux externes, notre part de marché, ou bien le besoin de marché relatif à notre produit, ou bien à notre activité. Supposons que c'est une information erronée, donc ça peut être utilisé pour planifier des actions, ou bien pour mettre une stratégie de la direction, comme j'ai dit. Donc supposons que nous fabriquons un article, et nous avons dit qu'il y a un grand besoin dans le marché. Donc à partir de ce besoin, ou bien à partir de ce besoin de marché, nous avons décidé par exemple de faire une extension, d'acheter par exemple des nouvelles machines, etc. Dans ce cas-là, ensuite par exemple nous avons détecté que c'est une fausse information, bien c'est une information erronée, donc c'est-à-dire le fait de ne pas bien analyser ces enjeux, donc c'est un risque parce que nous avons pris la mauvaise décision. On donne par exemple un autre exemple qui est très connu. Si vous vous rappelez de l'apparition d'une loi en 2016, c'est l'apparition de loi, si je me rappelle, 66, si je me rappelle. C'est une loi qui interdit, par exemple, la production des sacs en plastique. Donc, ce qu'on appelle le projet Zéro Mica, si vous vous rappelez. Donc, supposons par exemple qu'une société il a mal analysé les enjeux relatifs à cette loi, c'est-à-dire il n'a pas détecté qu'il y aura une loi qui va être publiée relative à l'interdiction de ce genre de produit. Donc il y a la possibilité que cette société qui n'a pas fait l'analyse des enjeux, d'acheter par exemple des machines pour fabriquer ce produit, ou bien développer des nouvelles machines pour fabriquer ce produit, etc. Donc ça va être tout simplement une décision fausse, ou bien ça va être un grand risque parce que tout simplement il s'est basé sur une mauvaise analyse qui est l'analyse des enjeux. Donc c'est pour ça tout simplement nous avons aussi dit que parmi les ressources, ou bien parmi les sources des risques qu'on peut identifier dans notre système de management de la qualité, on peut parler de chapitre 4.1 et 4.2, donc qui est l'analyse des enjeux et l'analyse des parties intéressées. Alors il y a plusieurs outils. J'ai pas compris la question, madame Iman Ahmed. Il y a plusieurs outils à savoir donc, si vous avez des questions relatives à ça, vous pouvez la mettre. Alors une autre question, monsieur Abdelrazak. Pour identifier les risques et les opportunités, est-ce qu'il faut les analyser de manière globale au niveau de l'entreprise et décliner
vers le processus ou bien commencer l'analyse au niveau du processus et monter vers le niveau de l'organisme. Comme j'ai dit, donc, il y a plusieurs sources pour identifier vos risques. Donc, vous pouvez identifier les risques liés aux enjeux, les risques liés aux parties intéressées, les risques liés au métier ou bien au processus. Et j'ai déjà détaillé comment vous pouvez identifier les risques qui sont liés au processus. Vous pouvez aussi identifier des risques liés à vos objectifs, qualité, etc. Donc, c'est-à-dire dans votre système de management de la qualité, vous devez identifier le maximum des risques ou bien les risques qui sont jugés critiques selon vous, ou bien qui ont un grand impact sur votre système de management de la qualité. Alors, monsieur Issouf, dans un système, on peut faire l'évaluation des performances selon la norme ISO. Selon la norme. Alors, donc, pour l'évaluation du système de management de la qualité, donc généralement, comme j'ai dit, donc il y a dans le chapitre 9 un ensemble des outils pour évaluer votre système de management de la qualité. Donc par exemple, il y a l'audit interne, donc c'est une méthode aussi qui est exigée par la norme pour évaluer votre système de management de la qualité. Il y a aussi la revue de direction, donc aussi qui est exigée par la norme. Il y a aussi, vous pouvez évaluer votre système en faisant par exemple ce qu'on appelle des analyses. Donc par exemple, supposons que on suit les non-conformités mensuelles, etc. On peut par exemple faire une analyse de ce processus qui est le contrôle qualité pour savoir combien de non-conformités, les types de non-conformités, les sections où il y a des non-conformités, etc. Donc ce sont des analyses approfondies pour cibler des bonnes actions afin d'améliorer le système. Vous pouvez aussi évaluer votre système en utilisant déjà les indicateurs de performance de chaque processus, etc. Vous pouvez aussi ajouter des autres indicateurs de suivi. Vous pouvez aussi même évaluer votre système par ce qu'on appelle une revue de processus qui n'est pas exigé par la norme, mais vous pouvez l'utiliser tout simplement pour revoir avec une fréquence définie vos processus, ou bien pour chaque processus vous pouvez faire bien sûr une revue mensuelle ou bien hebdomadaire, donc je ne sais pas selon votre besoin. Alors monsieur Abdelzak, lors de la compréhension du contexte, l'outil souvent utilisé c'est le SWOT. Force, faiblesse, c'est quoi la différence entre les menaces et opportunités de SWOT et les opportunités risques et opportunités par la norme? Et c'est quoi le rôle des forces et faiblesses dans ce cas? Alors, donc déjà pour bien comprendre la matrice du SWOT, ou bien lorsqu'on parle des menaces et des opportunités, donc on parle de l'environnement externe ou bien on parle des enjeux externes. Donc bien sûr lorsqu'on parle d'une menace, donc c'est-à-dire c'est un enjeu qui peut impacter négativement notre système de management de la qualité. Par contre, lorsqu'on parle d'une opportunité, donc c'est-à-dire on peut la considérer comme étant un enjeu qu'on doit le bénéficier ou bien qu'on doit bénéficier de cet enjeu. Je vous donne un exemple. Supposons par exemple que nous avons, ou bien on prend toujours l'exemple relatif à l'apparition d'une loi. Supposons qu'il y aura par exemple un projet, ou bien qu'il y aura un projet de loi qui va apparaître par exemple, qui va interdire la fabrication d'un produit qu'on fabrique. Donc ça, on peut la considérer comme étant une menace parce que tout simplement, ça va impacter négativement sur notre activité. Par contre, supposons qu'il y a une apparition d'une politique ou bien d'une loi ou bien d'un décret ou bien d'un arrêt qui va tout simplement faciliter le travail ou bien faciliter par exemple l'export de notre activité, par exemple une diminution des charges, etc. Donc on peut la considérer comme étant tout simplement une opportunité. Donc voilà la différence généralement entre opportunité et menace. Vous avez parlé aussi de la matrice SWOT. Donc généralement la matrice SWOT aussi, c'est une méthode très utilisée au niveau de l'analyse des enjeux, mais il y a aussi des autres méthodes que vous pouvez utiliser. Par exemple, il y a la matrice ou bien la méthode PISTEL. Donc c'est une méthode qui consiste tout simplement à détailler ou bien à classer les enjeux selon des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux technologiques, des enjeux socio-culturels, des enjeux par exemple légaux, etc. Il y a aussi parmi les méthodes, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle l'analyse stratégique, vous pouvez utiliser aussi le business plan.
parce que c'est une méthode aussi dans laquelle on analyse financièrement le projet, on analyse ou bien on fait l'étude technique du projet, l'étude faisabilité, etc. Parce que lorsqu'on parle d'un système de management de la qualité, donc on parle d'un projet, donc on aura besoin d'étudier la faisabilité de ce projet, l'impact de ce projet sur notre activité, etc. Donc ce sont des méthodes très utilisées pour analyser les enjeux. Mais généralement, comme vous avez mentionné dans votre question, donc la matrice ou bien la méthode SWOT, c'est la méthode les plus utilisée. Aussi la méthode PESTEL. Et vous pouvez faire une combinaison entre les deux, c'est-à-dire on peut classer ou bien on peut analyser les enjeux en déterminant les forces et les faiblesses, bien sûr au niveau technologique, au niveau écologique, au niveau économique, etc. La même chose pour les opportunités et les menaces.